macabre mystère. Angleterre, milieu du XIXe siècle. Le pays vibre au rythme de la révolution industrielle. Les villes s'étouffent sous les fumées noires des usines. Les cheminées crachent la misère autant que le progrès. Dans les rues de Newcastle, de Durham ou de Sunderland, on entend les cris des enfants d'ouvriers, les marteaux des forges, les cloches d'église qui sonnent la mort presque aussi souvent que les mariages. C'est une époque où l'espérance de vie dépasse rarement 40 ans. Les épidémies ravagent les foyers, la médecine tâtonne et les femmes n'ont qu'un seul rôle à jouer, enfanter, prier, obéir. Et dans cette Angleterre où la pauvreté tue en silence, une femme, discrète et pieuse en apparence, va transformer la mort en une source de richesse. Son nom, Mary Ann Cotton. Une épouse modèle, une mère courageuse et dans l'ombre, une tueuse méthodique. Mary Ann Robson naît en 1832 à Low Moorsley, un petit village du nord de l'Angleterre. Son père est mineur, un métier aussi dangereux que nécessaire. Quand elle a 8 ans, un drame la marque à jamais. Son père tombe dans un puits de mine et meurt, écrasé. Sa mère, sans ressources, se remarie rapidement. Une décision que Mary Ann ne pardonnera jamais vraiment. Petite fille réservée, intelligente, elle apprend très tôt à observer plutôt qu'à parler. Elle comprend une chose. Dans un monde dirigé par les hommes, la douceur et la docilité sont des armes. À 20 ans, elle épouse William Mowbray, employé des chemins de fer. Un homme honnête, simple, qu'elle suit d'une ville à l'autre. Ils auront, selon les registres, jusqu'à 9 enfants, mais seuls 3 survivent. Les autres meurent jeunes, souvent de ce qu'on appelle à l'époque la fièvre gastrique, un terme flou pour désigner des douleurs abdominales, des vomissements, des convulsions. Dans un siècle où la médecine ignore encore l'existence des microbes, personne ne s'étonne vraiment. Mais un détail échappe à tous. À chaque décès, Mary Ann touche une indemnité d'assurance vie. De petites sommes, certes, mais suffisantes pour vivre mieux que ses voisines. Quand William Mowbray meurt à son tour, emporté lui aussi par une mystérieuse maladie de l'estomac, Mary Ann encaisse une nouvelle fois. Puis elle déménage et recommence. Toujours le même rituel, toujours le même regard triste, la même voix douce, la même mise en scène de la veuve éplorée. Mary Ann épouse ensuite George Ward, un machiniste d'usine malade et fragile. Elle s'occupe de lui avec tendresse, prépare ses repas, le soigne jour et nuit, jusqu'à ce qu'il meure à son tour de douleurs abdominales, encore. Puis vient James Robinson, un veuf charpentier, père de plusieurs enfants. Mary Ann devient gouvernante, s'installe chez lui, gagne sa confiance et son cœur. Mais rapidement, les enfants tombent malades, puis sa mère, puis James lui-même, qui échappe de peu à la mort et la met finalement à la porte après avoir découvert qu'elle avait vidé son compte en banque. Partout où elle passe, les tombes se multiplient. Et toujours, le même poison, l'arsenic. À l'époque, l'arsenic est partout. On en trouve dans les teintures, dans les insecticides, dans les papiers peints, même dans certains médicaments. Un fléau invisible, incolore, sans odeur. Un poison si commun qu'il en devient banal. Mary Ann a compris son potentiel. Une dose trop faible pour être remarquée, mais assez forte pour tuer lentement. Les symptômes, exactement ceux d'une maladie digestive, fièvre, vomissement, déshydratation. La mort paraît naturelle. Et dans un pays où les certificats de décès sont rédigés à la hâte, personne ne pose de questions. Mary Ann enterre ses maris,
ses enfants, ainsi que ses beaux enfants. Et à chaque fois, elle se relève, plus belle, plus calme, plus assurée. Certains disent qu'elle portait toujours du noir, d'autres qu'elle gardait sur elle un petit flacon de poudre blanche, soigneusement caché dans son tablier. En 1870, Mary Ann s'installe à West Auckland avec Frederick Cotton, un mineur veuf, père de 3 garçons. Elle devient sa maîtresse, puis son épouse. Mais à peine 1 an plus tard, la femme de Frederick meurt subitement, puis un enfant, puis un autre. Les voisins commencent à murmurer. Une rumeur court dans les rues. Là où Mary Ann passe, la mort suit. Mais Mary Ann, elle, ne s'arrête pas. Elle entame une liaison avec un autre homme, Joseph Natras, un ancien amant qu'elle fait venir vivre chez elle. Et bientôt, Frederick Cotton meurt à son tour. Encore une fois, d'une maladie de l'estomac. Mary Ann se retrouve seule avec les enfants et plusieurs polices d'assurance à son nom. Mais cette fois, quelque chose change. Un médecin, le docteur Thomas Kilburn, remarque son empressement à réclamer l'argent avant même l'enterrement. Troublé, il ordonne une autopsie. Résultat, le corps contient une quantité d'arsenic suffisante pour tuer un cheval. Et ce n'est pas un hasard. Mary Ann Cotton est arrêtée en 1872. Elle nie tout, bien sûr. Elle parle d'un complot, de jalousie, de malchance. Mais l'enquête révèle un schéma terrifiant. 4 maris, 11 enfants, plusieurs amants et beaux enfants, presque tous morts dans des circonstances identiques. La presse s'empare de l'affaire. Les journaux populaires la surnomment bientôt « The Black Widow », la veuve noire. Son visage envahit les colonnes. Une femme ordinaire, au regard doux, presque maternel. Mais derrière ce calme, un froid absolu. Lors du procès, à Durham, la salle est comble. Le public veut voir celle qui a transformé la maison familiale en tombe. Les médecins légistes présentent les résultats des analyses. Dans chaque corps exhumé, les mêmes traces d'arsenic. Les témoins parlent d'une femme calculatrice, capable de charmer et de manipuler avec un talent presque surnaturel. Mary Ann, elle, garde son calme. Elle dit prier chaque nuit, parler à Dieu et jure son innocence jusqu'au bout. Mais les preuves s'accumulent. Et le jury la déclare coupable du meurtre de son beau-fils, Charles Edward Cotton, âgé de 7 ans. La sentence tombe, la pendaison. Le 24 mars 1873, à la prison de Durham, Mary Ann Cotton monte sur l'échafaud vêtue de noir. La foule s'est massée à l'extérieur. Certains prient, d'autres veulent voir. Quand la trappe s'ouvre, Mary Ann pousse un dernier cri. « Je ne suis pas coupable. » Mais le silence qui suit scelle son destin. Elle meurt à 40 ans. Après son exécution, l'Angleterre reste figée. On estime qu'elle aurait tué au moins 21 personnes. Certains historiens avancent le chiffre de 25. Aucun autre tueur, homme ou femme, n'avait jamais atteint un tel bilan dans le pays. Mary Ann Cotton n'était pas folle. Elle était patiente, méthodique, une tueuse d'habitude, de profit, peut-être même de pouvoir. Combien de fois a-t-elle regardé une vie s'éteindre sans ciller? Combien de prières a-t-elle murmurées avant de verser le poison? Personne ne le saura jamais. Mais une chose est sûre, dans l'Angleterre victorienne, le mâle n'avait pas de cornes ni de crocs. Il portait une robe noire, un tablier blanc et un sourire rassurant. Et il s'appelait Mary Ann Cotton. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire
Cela aide beaucoup le podcast. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire dans Macabre Mystère.